Je m'appelais Xavier Hutin, 37 ans, ingénieur en génie industriel, marié, père d'un petit Éloi âgé de 4 ans. Je m'enfonçais dans les bois depuis l'aurore pour ramasser quelques cèpes et des châtaignes. Ce premier dimanche d'octobre s'ouvrait par un temps magnifique. Nos belles montagnes s'ornaient de feuillages flamboyants. Je fus rejoint par un groupe d'amis, tous mordus de la chasse, qui remontaient lentement le sentier en direction d'un petit festin en pleine nature. J'étais ravi à l'idée de retrouver ces fêtards autour d'un verre et d'une terrine de volaille. Ma joie fut bien gâchée quand j'appris qu'Alain risquait de se joindre à nous. Alain Arignac. Je m'étais aussitôt éloigné de la bande, presque décidé à reprendre mon véhicule et retourner auprès de Martine, ma femme, et de mon gamin. J'avais suivi un petit sentier parallèle que je connaissais bien. Il menait à des ruines d'une antique commanderie templière. Une fontaine de ces temps lointains y coulait encore. Elle formait un bassin rectangulaire perdu dans les arbres et la verdure. L'eau y était d'une transparence remarquable. Alain Arignac, un sale type que je connaissais depuis le lycée. Une sangsue collée à ma vie sans que je sache vraiment pourquoi. Il m'avait volé Nelly, que j'aimais comme un dingue. Puis ce fut un poste important que je convoitais qu'il me fit perdre à coups d'intrigue et de calomnie. Mais j'avais fini par faire mon chemin professionnel malgré sa force de nuisance. Il avait la jouissance de vous arracher ce qui vous était cher. Sur ces pensées, j'arrivais à ma fontaine, lieu que je connaissais depuis l'enfance. La fontaine aux fées, comme on aime la nommer ici. Enfants, nous allions jouer chevalier dans les vieilles ruines austères de la commanderie. J'étais encore à ruminer contre cet Alain Arignac. Un beau jour, quelqu'un prendra ta place comme tu l'as toujours fait aux autres, mon fumier. Je me prenais à parler à voix haute. J'avais sorti une pièce de monnaie de ma poche et l'avais jetée de rage dans la fontaine. L'eau, si calme d'ordinaire, frémit sous l'impact. Des vaguelettes, des ondulations et 1000 reflets d'argent emportaient mon regard. Je me sentis vidé de ma force, envolé avec ma colère. Ma vue se troubla au bout d'un instant, dans un brouillard qui montait doucement du sol. Une brume inattendue et irréelle. Je restai là un long moment, puis le froid glaça mon corps et me força à repartir. Mais le brouillard s'était épaissi. Je décidai de ne pas m'arrêter et de retourner à ma voiture. Je préférais remonter vers l'endroit où j'avais laissé le groupe. Je les entendais tirer encore au loin depuis un petit moment. Mais là, ils devaient commencer à préparer leur festin en plein air. Rapidement, je revis le soleil. Je me sentais bizarrement fiévreux et la marche m'épuisait. Il me fallait rentrer au plus tôt. Les derniers coups de fusil avaient retenti. J'arrivais enfin en haut du chemin qui s'ouvrait sur une petite clairière quand je perçus des cris. Je crus les entendre hurler mon prénom. Je vis mes amis à quelques mètres, nerveux, affolés. Je m'approchais alors. Ils entouraient un type à terre, la poitrine ensanglantée. « Xavier, bordel !» hurla Maxime, mon vieil ami. Plus loin, un type à genoux effondré de douleur, l'auteur du coup de feu sans doute. « Il est mort !» cria encore quelqu'un.
On se retourna à mon arrivée. « Ah, c'est toi !» me lança tristement Maxime. Je rejoignis mon ami pour voir de plus près la malheureuse victime. Un immense cri enfla dans ma gorge et s'y accrocha à m'en étouffer. J'étais paralysé par l'horreur. Le type au sol avait mon visage. J'étais ce type à terre, j'étais debout au-dessus de lui, et lui c'était moi. Je deviens fou, je suffoque. L'angoisse est odieuse. Ce type porte ma gueule et mes vêtements. Tout bascule. On me saisit par les bras et on m'emmène loin de cette maudite clairière. Je claque des dents, je tremble, les arbres dansent autour de moi. Le temps m'échappe. Enfin les voitures. Ça va ? Je ne peux plus articuler un mot. Je reste debout à respirer profondément. C'est horrible, mon vieux, murmura Maxime. Les gendarmes vont venir. Tu peux conduire ? Tu veux rentrer chez toi ? Lance plusieurs voix. Allez-y, les gars, je vais rester un peu ici et je rentre, répondis-je enfin. Je posai mes fesses contre le capot de ma voiture et regardai le trio d'amis partir avec soulagement. J'avais besoin d'être seul pour reprendre mes esprits. La confusion ne me quittait guère. Je n'avais plus mon sac, mais qu'importe. Je fouillai dans la poche de mon blouson pour prendre la clé de ma voiture. Sans sortir le trousseau, je déclenchai la télécommande d'ouverture à distance. À quelques mètres de moi, un véhicule alluma ses phares et ses serrures claquèrent. Je me retournai alors vers ma voiture et tentai d'en ouvrir la porte du conducteur, mais celle-ci restait obstinément fermée. Je regardais alors le trousseau de clés au creux de ma main. Ce n'étaient pas mes clés. Ce n'était pas mon blouson, pas plus que mes chaussures ni mon pantalon. Je me dirigeais l'esprit angoissé vers la berline grise qui s'était déverrouillée. Personne à bord. Curieux, je m'y engouffrai. Enfoncé dans le siège luxueux du véhicule, j'allais voir ce que je redoutais depuis un instant. Dans le rétroviseur, je contemplais la gueule d'un autre, pas la mienne, non, mais la sale gueule d'Alain Arignac. J'avais roulé un long moment. Puis, je m'étais réfugié sur le parking d'une ancienne auberge. J'ouvrais les vitres et respirais l'air de l'altitude. Une angoisse, toujours plus profonde, n'en finissait plus de m'envahir. Un bref inventaire pour tenter de retrouver la raison. J'ai la voiture, les fringues, le téléphone, le portefeuille et la tronche d'Alain Arignac. Je me mis à hurler « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» pour constater alors que j'avais maintenant aussi sa voix. Un bref message sur le téléphone. Nelly, la femme d'Arignac. Il y a eu un drame. Dis-moi que tu vas bien, mon amour, je t'aime. Je pensais alors à ma propre famille. Je me demandais si je pouvais encore rentrer chez moi, retrouver les miens, et sinon, où aller ? J'avais encore conduit sans but, pendant un long moment, pour enfin me garer à quelques mètres de la maison. Les villas du quartier semblaient figées dans le silence. Les derniers volets de ma maison se fermèrent.
Je vis alors ma femme Martine et mon petit Éloi, accompagné de Maxime portant une valise. Ma sœur, Karine, et son mari étaient là aussi, toujours bienveillants. Ils montèrent dans plusieurs voitures. Je les regardais partir, unis dans la douleur de ma mort, mais moi j'étais bien vivant à quelques mètres d'eux, et dans le corps d'un autre, méconnaissable, et surtout très seul, impuissant. Comment aurais-je pu les convaincre que j'existais encore ? Mon ami Maxime les laissa et prit une autre direction. Il devait sûrement rentrer chez lui. Je l'appelais sur son téléphone. « Alain, c'est toi mon vieux, tu vas mieux ?» Pour la première fois, j'allais me faire passer pour l'autre. Je répondis par l'affirmative. Maxime me donna des détails. C'était Jean-Louis qui avait tiré. Il ne s'expliquait pas l'horrible méprise. Ça paraissait impossible. Habilement, je le questionnais sur le groupe d'amis, la suite des événements, et enfin sur Martine et mon petit Éloi. « Je suis allé la voir. C'est moi qui lui ai appris la mort de Xavier, » me raconta Maxime. Il avait bien agi comme mon meilleur ami. Je lui demandai alors ce que je pouvais faire pour Martine et son enfant. « Tu sais bien que c'est délicat. Elle te déteste autant que te haïssait Xavier. Et tu es bien placé pour en connaître les raisons. » Évidemment non. Je ne connaissais pas les raisons de Martine, mais ce que j'allais apprendre, ce que je commençais à comprendre, allait finir de m'anéantir. Alain, cette ordure d'Alain Arignac, avait été l'amant de Martine. Il avait poussé le vice à vouloir me détruire en prenant ce que j'avais de plus cher. Il gardait le secret pour mieux asséner son coup le moment venu, l'ordure. Je me contenais pour continuer à apprendre encore ce que Maxime me livrait sans le vouloir. « Que puis-je faire ? J'aimerais aider Martine et son gosse, questionnai-je. Maxime me répondit. « Tu n'as pas l'air au courant, il faut que tu saches quelque chose. C'est important. » Il me raconta ce que Martine avait confié à Séverine, sa femme. Et le cauchemar continua. Au tout début de notre mariage, Martine avait eu sa liaison avec cette ordure d'Alain. Sur sa demande, elle s'arrangea pour tomber enceinte de lui. Mon petit Éloi était son fils. Tout ce qui faisait ma vie m'était arraché, pièce par pièce, à jamais. Après ma conversation avec Maxime, j'avais roulé encore une bonne demi-heure, enchaînant les routes et les haltes dans la montagne pour respirer, hurler ma colère et vomir mon angoisse. Je suis allé pleurer sur la tombe de mes parents et j'ai encore roulé avant de me décider à affronter une nouvelle épreuve. J'étais épuisé. Je venais de garer ma voiture chez celui dont je possédais désormais l'apparence. Le long portail noir se refermait doucement. J'étais dans la cour de cette bâtisse ancienne et imposante que certains surnommaient par dérision la citadelle, l'orgueilleuse propriété de la famille Arignac. Je souhaitais me poser, souffler, retrouver un peu de sérénité, puis ensuite prendre quelques affaires et disparaître. J'avais besoin de m'enfuir, besoin de liberté, d'oublier, de me reconstruire, si je le pouvais encore.
Mais il me fallait maintenant pousser la porte de cette maison et me glisser pour un moment dans le personnage d'Alain Arignac. Je ne pouvais pas imaginer alors ce que j'allais encore vivre. D'abord l'odeur du bois, les premiers feux de bois d'automne dans une ancienne cheminée. Cette odeur que j'aime tant, si présente, rassurante, dès que je poussais la porte. Cette aura si intime des douces flammes qui rehaussaient les lumières tamisées d'un grand salon aux boiseries sombres. De précieuses lampes posées sur des sellettes éparpillées dans ce grand espace allumaient de nombreux îlots intimes. Les petites tommettes du sol ondoyaient dans une marée de lumière rouge et or. Puis la voix de Nelly, que je n'avais plus entendue depuis si longtemps. Nelly qui appelle celui dont j'ai pris le corps et le visage. Nelly que j'aimais jadis si intensément. Elle s'était enfouie dans un grand fauteuil. Elle se leva vite pour aller à ma rencontre, silhouette féerique et réconfortante. Elle avait toujours le visage long et fin, cette immense douceur et ce regard si intense. Bientôt ses bras capturèrent mon cou et son long corps se posa doucement contre le mien. Elle prononça des paroles si douces. Je la serrai alors contre moi, étonné par mes signes de tendresse. J'étais tout à la fois perdu, conscient et complètement désorienté. Je m'interdisais un moment cette tendresse volée, mais Nelly m'apaisait et son amour infini m'emporta. Je cachai mes yeux dans ses cheveux noirs. Le contact avec son corps était si captivant, un corps si aimant accueillant l'autre dans sa douceur. Nelly me retint contre elle à se fondre en moi. Puis elle me parla doucement, m'invitant à nous blottir dans un long canapé face à la cheminée, enlacés l'un contre l'autre. La vie passée avec Alain Arignac ne semblait pas avoir entamé l'amour qu'elle lui portait. Et cet amour, à cet instant, je le recevais à sa place, violemment. J'étais bouleversé, sans voix. Elle fit remarquer qu'elle me sentait beaucoup plus présent ce soir-là. Alors je m'entendis répondre que je voulais qu'il en soit toujours ainsi. Il me fut impossible de partir à cet instant comme je l'avais prévu. Nelly me retint par son puissant amour. Elle apaisait soudain mes angoisses, et mon esprit n'avait plus de force. La fatigue aussi m'envahissait. Mes idées commençaient à s'adoucir, loin du chaos de cette histoire affolante. Les angoisses ressurgirent très vite. Plusieurs jours passèrent. Je commençais à investir la vie d'Alain Arignac. Il avait fini par prendre la succession de son beau-père dans son entreprise de plasturgie. Fort de mon expertise, les premières décisions que je pris eurent un effet immédiat sur la productivité. Je connaissais certains de ses employés. J'étais finalement assez à l'aise dans l'apparence de cette nouvelle vie. Mais je ne savais pas si cela devait durer. Je voulais gagner du temps pour prendre enfin une décision. Et le traumatisme engendré par cet événement inexplicable me collait à longueur de journée. Mon couple brisé, cet enfant que j'aimais toujours, mes proches devenus inaccessibles, et ces étrangers qui me recevaient comme l'un des leurs. Je ne voyais aucune solution pour reprendre l'identité et l'apparence de Xavier Hutin, l'homme que j'étais toujours, caché dans la peau d'un autre. Le fallait-il d'abord, je ne savais plus. Je ne savais rien, je n'y pouvais rien.
J'étais prisonnier d'une vie qui ne m'appartenait pas. Je fuyais les miroirs, je ne supportais pas d'avoir le visage d'Alain Arignac face à moi. Mais chaque matin, je me levais avant Nelly pour vérifier si une autre métamorphose ne s'était pas produite à mon insu. Et si cela arrivait encore, que deviendrais-je? Et puis, il y avait ce cauchemar qui vint rapidement, au cœur de mes nuits. J'étais au fond d'un puits sombre, envahi par l'eau, essayant de m'agripper à la maçonnerie pour ne pas couler. Et je voyais tout en haut, débouchant sur le ciel contre la margelle, un chevalier en armure se pencher et me dire adieu en riant. Il avait le visage de mon ennemi, celui d'Alain Arignac, qui semblait me narguer avant de m'abandonner. Ce qui me tourmentait, c'était la certitude violente d'avoir vraiment vécu cela. Mais quand? Et surtout ce qui m'angoissait le plus, c'était de ressentir l'autre que j'étais devenu, partager avec moi ce souvenir impossible. L'autre n'avait pas fini son travail de conquête dans ma vie. Chaque jour, des souvenirs d'Alain Arignac commençaient à émerger dans ma propre conscience. Certains de ses comportements apparaissaient aussi, toujours plus présents. J'avais la certitude qu'Alain Arignac allait conquérir mon esprit. Son cerveau engloutirait le mien, il allait m'envahir, me chasser, gommer à jamais Xavier Hutin que j'étais encore. Je devais faire quelque chose, tenter quelque chose. Je ne voulais pas disparaître, non, pas comme ça, non, pas ça, pas comme ça. Je devais parler à quelqu'un de tout cela. J'ai tout fait. Je connaissais une personne en qui je pouvais placer toute ma confiance. Et de toute façon, il n'y avait guère qu'elle pour croire en cette histoire. Cet après-midi-là, j'avais pris rendez-vous avec Elisabeth. Elle était l'une de mes anciennes amies d'enfance. Je l'avais connue à l'école primaire, vive et toujours joyeuse. Elle devint une jeune femme très jolie, telle une actrice italienne. Mais la petite fille espiègle et casse-cou s'était transformée en une personne extrêmement réservée. Elle ne nous fréquentait plus et n'aimait pas sortir le soir. Nous ne nous étions guère revus depuis, mais avions su préserver le contact amical. Elisabeth avait une sérieuse réputation de médium redoutable, très férue de sciences occultes. Ses consultations se tenaient en ville, dans un appartement ancien qu'elle louait à cet effet. Bien entendu, j'avais pris rendez-vous sous l'identité d'Alain Arignac. J'arrivais à l'heure. J'avais vite grimpé les 3 étages pour enfin sonner à sa porte. Lorsqu'elle m'ouvrit, je lui glissai en guise de bonjour une phrase complice, tout droit sorti de notre enfance. « Petite Loli, j'ai besoin de toi. » Elle figea son geste d'accueil et retint un instant ses paroles en pinçant ses lèvres fines. Elle me regarda avec une grande curiosité et me fit entrer. Elle me convia à prendre place dans le fauteuil du consultant, puis passa aussitôt derrière son bureau et s'assit en grand silence. Quand je fus posé face à elle, je lui dis « Loli, c'est moi, Xavier !» Et une grande émotion s'empara de moi. Je lui racontai en détail les circonstances de ma métamorphose, les événements qui suivirent et tous les tourments.
Une grande curiosité mêlée d'excitation réussissait à balayer la sérénité qu'elle tentait de garder. Elle réfléchit un long moment pour prendre toute la mesure de la situation. Enfin, elle lâcha. « Que connais-tu des Templiers ?» Alors que je répondais « Pas grand-chose », elle poursuivit. « Tu vas en connaître beaucoup. » Assis sur un banc de pierre au cœur d'une des petites chapelles de l'église Saint-Amand, je contemplais la statue de Saint Georges. C'est une très ancienne petite statue, finement sculptée dans un bois sombre, qui porte encore le souvenir de précieux pigments ocre et bleu, en fines pellicules écaillées. Le regard noir, l'armure robuste, m'inspiraient un puissant sentiment de protection intemporelle. Le vitrail qui surplombe Saint Georges l'enrobait d'une aura surnaturelle. Je retrouvais là une grande sérénité quand je récitais en moi la prière que m'avait recopiée Loli. Une grande force aussi. Lorsqu'enfin je levai les yeux vers le petit vitrail, une grande joie mêlée de stupeur me fit pousser une sourde exclamation. Je sortis mon téléphone pour en prendre une photo. Je vérifiai immédiatement l'image que je venais de capturer et je regardais se détacher avec netteté tous les détails qui m'intéressaient. J'en envoyai une copie à Loli. Certains de ces symboles étaient également gravés dans la maison d'Alain Arignac sur le montant de la cheminée de sa bibliothèque. Juste au-dessus du vitrail, un écusson que je n'avais pas remarqué finit de combler ma quête. Je retrouvais ce que Loli m'avait décrit la veille. Je pouvais reconstituer une grande partie de mon histoire. Le noble Hugues Baragins revint du Liban en 1291 et offrit à l'église de Saint-Amand la statue de Saint Georges et le vitrail retraçant la vie du martyr protecteur des armées. La légende raconte qu'un secret était dissimulé dans le vitrail. Au cours de notre séance, Loli avait revécu en voyance plusieurs épisodes de la vie de ce noble et avait aiguillé mes recherches vers lui. J'appris ce matin même que le fameux Hugues Baragins serait en fait mort dans la forteresse orientale de Sayette et qu'un sergent templier aurait pris son identité après s'être débarrassé de lui. Il aurait confié ce lourd secret dans le verre du vitrail et à son confesseur le jour de sa mort. Ce que je revoyais en rêve presque chaque nuit étaient les derniers instants du véritable Hugues Baragins, précipité au fond d'un puits de la forteresse. Il fallait maintenant que je rentre, car je devais accomplir une recherche dans cette maison que je commençais à m'approprier. Et curieusement, mon regard fut arrêté par un panneau paroissial qui montrait des photos d'une exposition sur le thème de la justice divine opposée à la vengeance humaine. Et un verset biblique reproduit dans un cadre rouge me sauta aux yeux. Le vengeur du sang fera mourir le meurtrier. Quand il le rencontrera, il le tuera. Je sortis rapidement de l'église. Le bourg de Saint-Amand était à 4 kilomètres de la maison. J'étais venu à pied en tenue de marche par le sentier forestier. Le temps était encore magnifique pour la saison. Je décidai de repartir par le même chemin. Le contact avec les bois me redonnait de la sérénité dans mon esprit tourmenté. Je repensais à mon petit Éloi. J'avais envoyé un message à Martine. Elle me répondit que mon fils me verrait quand il le déciderait. Elle ne lui avait encore rien révélé. C'était beaucoup trop tôt. J'avais au moins réussi à renouer le contact. Cela me réjouissait tout de même. Et je pensais à Nelly, qui me confia si tendrement la veille son désir de porter un jour
l'enfant qu'elle voulait de moi. Alors que j'avais le cœur léger, un bruit assourdissant me déchire à l'oreille. Un impact violent du bois qui éclate. L'écorce d'un arbre me saute au visage. On me tirait dessus. Je bondis alors dans le bois. Mes jambes en un instant prirent un rythme de course. Un coup de feu puis un autre. Une voix derrière moi. Cette fois, je vais pas te louper en dur. Le terrain devint pentu. J'allais pouvoir me dissimuler. Je dévalais la pente, l'autre gueulait toujours ses injures. J'avais rejoint le chemin des gorges. Je courais encore. Je débouchais dans le seau de l'enfer et ses immenses rochers. Je me faufilais dans un dédale de roches. Je m'accroupis quelques instants pour souffler. Je me mis à plat ventre, puis glissai doucement sur une longue dalle de granit. Je m'agrippais au rebord, un bref rétablissement et je posai mes pieds sur une étroite corniche qui balafre la falaise. En bas, tout en bas, la rivière nerveuse dans un chaos de granit. Proche de ma tête se découpait le sommet du précipice. J'avançais lentement, le torse plaqué contre la paroi, glissant un pas après l'autre, en silence, pour rejoindre une anfractuosité. Combien de fois je l'avais fait ce chemin de vertige quand j'étais adolescent. J'entendis des pas se rapprocher. Cette voix, c'était la voix de Jean-Louis. Une voix déformée par la haine et l'alcool. Ses pas se rapprochaient. Je compris qu'il se dirigeait vers le bord de la falaise. Il connaissait trop bien l'endroit. C'était mon erreur. Encore à corps, je le maîtriserais, mais je ne pouvais rien faire contre un fusil. Et dans cette posture, j'étais une proie facile. Il fallait que j'avance encore. Et me concentrer surtout me concentrer sur mes pas. Encore un effort. Je glissais le long de la falaise, de pas en pas. De ma main gauche, j'assurais ma prise contre le rebord rugueux de la petite cavité. Le projectile fracassa la roche tout près de ma tête. Il me tirait encore dessus, mais j'avais bondi dans mon abri. Il fallait agir vite. Cette petite caverne débouchait vers l'extérieur de la falaise. Jean-Louis allait s'y engouffrer rapidement. Je grimpais vers le sommet de la voûte et me collais le dos au plafond, jambes et bras écartés en équilibre, prêt à lui sauter dessus. Je ne bougeais plus. J'étais bien dissimulé. Mes muscles étaient tendus à l'extrême. J'attendis un long moment, puis je vis au sol l'ombre de Jean-Louis se glisser lentement. J'entendis sa lourde respiration. Je vis en dessous de moi passer le canon tendu de son fusil, puis son corps légèrement voûté. Je le laissais s'avancer encore près du précipice, et je me lançai les pieds en avant contre son dos. Jean-Louis bascula violemment et disparut dans les gorges en hurlant. Je m'approchai du bord et vis son corps écrasé contre des roches en contrebas, éclaboussé de sang. Pourquoi j'avais fait ça ? Pourquoi j'avais fait ça ? Je ne le voulais pas. J'aurais dû le maîtriser comme prévu. Mais pourquoi le tuer ? Comme je regagnais prudemment le sommet de la falaise, je sentis monter en moi un étrange sentiment de puissance et une sale jouissance qui me venait à l'esprit. J'entendis Alain Arignac exulter dans ma tête. Je n'avais croisé personne sur le chemin du retour. J'étais resté aux aguets. Je rentrais enfin dans la grande bâtisse, seul, harcelé d'émotions. Nelly dînait chez sa sœur en compagnie de sa mère, leur fameux dîner entre femmes qu'elles aimaient parfois se programmer. Je me précipitai dans la douche.
Besoin de me décrasser et de détendre mes muscles endoloris. Je m'habillais ensuite rapidement et descendis au salon. Je choisis le meilleur fauteuil et m'y plongeai. J'attendais avec impatience un message de Loli. Celui-ci ne tarda pas. Il était temps d'agir. Je sortis de la maison par la porte du jardin et me dirigeai au pas de course vers le fond du parc. À cet endroit, une petite porte en fer trouait le mur d'enceinte. La serrure neuve s'ouvrit sans bruit. J'enclenchai les alarmes et sortis. Je débouchai immédiatement sur un petit chemin forestier. À l'horizon, les collines au bois noir se détachaient sur un ciel de feu. Une petite voiture blanche m'attendait. Il ne faut pas tarder, me lança Loli, tandis que je tentais de m'installer confortablement sur mon siège. Enfile cette cagoule, c'est pour ta sécurité. C'est très important. Maintenant, tu te laisses conduire. J'ajustais sur ma tête le tissu occultant et fermais instinctivement les yeux. J'avais complètement confiance. Le voyage fut relativement court. Dès que le moteur s'arrêta, quelqu'un ouvrit la porte du passager et m'invita à m'appuyer sur son bras. Loli vint également me soutenir. Encadré par mes deux guides, j'eus la conscience de pénétrer dans une maison. On me fit lentement descendre un escalier étroit. Une sensation d'être dans une cave. Un cliquetis métallique et le bruit sourd d'une lourde porte qui s'ouvre. Je sentis une grande fraîcheur sur mon corps. Puis, notre marche reprit sur un sol de pierre. La lourde porte se referma derrière. Les bruits résonnaient comme dans une caverne. Je sentais des présences malgré le silence. L'espace me parut soudain très vaste, comme dans une cathédrale. L'escorte silencieuse s'arrêta. On me laissa debout en silence. Un large siège me fut enfin offert. Des mains invitèrent mon buste à se plaquer bien droit sur le dossier froid et mes bras à se reposer sur de larges accoudoirs. Après un bref instant, la voix de Loli se fit entendre. « Merci de ta confiance, Xavier. Nous allons commencer. » Je sentis alors des mâchoires de métal se refermer sur mes bras, ma gorge, mon torse et mes jambes dans une volée de cliquetis brefs. J'étais lourdement entravé par une mécanique à mon fauteuil. L'angoisse percuta ma gorge nouée et s'échappa par un souffle inquiet. Des mains douces se posèrent sur ma tête et mes épaules, puis d'autres sur ma poitrine et mon ventre. Immédiatement, une chaleur monta dans mon corps, épaisse et lénifiante. « Maintenant, Xavier, tu vas nous dire à voix haute tout ce que tu perçois, tout ce que tu vois, tout ce que tu ressens. » À cet instant, ma tête tourne, mon corps s'allège, mon âme s'ouvre.
Un homme en armure me fait face et me prend dans ses bras. Mon ami Raymond, comte de Toulouse. Nous sommes dans la tourmente d'un départ. Nos frères templiers s'affairent à charger dans de nefs une cargaison de divers biens stockés dans de nombreux coffres. Restera en poste une légère garnison avant l'abandon définitif de la place. Raymond me confie des ordres et une patente qui consolide mon fief. Je dois quitter à jamais l'Orient après tant d'années. Abandonner cette puissante forteresse ancrée au bord de mer. Nous lèverons les voiles à l'aube et mouillerons un temps à Chypre pour accoster enfin à Collioure. J'ai laissé un moment mes affaires et suis sorti de la forteresse pour arpenter le bord de la presqu'île en compagnie d'un sergent templier. Il est du pays de Comminges. Nous devisons tranquillement sous le soleil déjà brûlant. Il n'embarquera pas ce matin. Il semble serein. Je m'approche d'un puits, que l'on nomme ici la fontaine de Samarie, pour y jeter une pièce, comme à chaque départ. Je me penche pour faire mon vœu. Un violent choc dans le dos et ma tête tourne. Mon être plonge dans les profondeurs. L'obscurité m'avale. Je perds conscience. Mais mon corps meurtri et glacé par l'eau réveille mon esprit. Ma main s'agrippe à la pierre taillée. Je me sens happé par l'eau profonde. J'aperçois le sommet du puits comme un lointain cercle étroit au bout d'un sinistre conduit. Mon corps n'est plus que douleur. J'hurle une malédiction contre mon meurtrier. Je vois alors une silhouette tout au sommet. L'instant se fige. Mais ses bras se tendent vers moi. Le sommet vacille et semble se rapprocher. Le puits se rétrécit. Mon corps est léger. Je tends mes mains. Plus aucune douleur, je flotte. Le visage du sergent s'approche. C'est Alain. Alain qui sourit. Il me parle. Xavier, je t'en prie. Pardonne-moi. Je veux aller en paix maintenant. Une incantation de pardon entre dans mes oreilles, obstinée et envoûtante, portée par des voix puissantes et unies. L'image d'Alain est plus précise. Je tombe dans ses bras. Il me serre de toutes ses forces dans un rire joyeux. Je ris à mon tour. Tout devient léger et plus rien. Pendant un bref instant, puis de nouveau l'étreinte du fauteuil sur mon corps et mes membres. J'étais épuisé. J'avais dû m'agiter violemment sur mon siège. Mon corps me faisait mal maintenant. On me retira lentement la cagoule. Je vis le visage de Loli, tout près du mien, d'une grande douceur, lumineux, apaisant, si rayonnant d'amour. Elle me murmura « Il est parti maintenant. Son âme s'est élevée. Les liens sont rompus. » Elle posa un baiser sur mon front. Je fermai les yeux. Je ne ressentais plus aucune pensée d'Alain en moi. Mais de nombreux souvenirs étranges commençaient à émerger dans mon esprit. Les entraves du fauteuil se relâchèrent brusquement et disparurent mécaniquement dans leur cache. Je vis autour de moi un groupe d'une vingtaine d'individus, portant de longs manteaux blancs à capuche, le visage dissimulé sous un masque blanc. Loli se tenait parmi eux, habillée de la même manière mais le visage découvert. Nous étions dans une vaste crypte voûtée, encadrée par de beaux piliers romans.
d'innombrables bougies flambaient dans une chaude lumière. Au cœur de la salle, un cercle de sièges. On me convia à venir m'y asseoir. Loli me prit le bras. Je me posai à ses côtés. Elle prit la parole. Nous sommes héritiers d'une tradition séculaire. Nos ancêtres templiers, malgré leur immense connaissance spirituelle, avaient choisi la voie de la guerre et du pouvoir, ce qui les perdit. Nous œuvrons pour la paix contre le mal. Puis elle dressa sommairement un historique qui fit écho dans ma mémoire fraîchement éveillée. Une mémoire qui semblait, sans interruption, franchir les âges. Elle conclut enfin. Alain Arignac était des nôtres. Il était héritier d'une longue lignée, mais il avait commencé à trahir la voie. Et jadis, comme tu l'as revécu, il avait pris ta place, Xavier. Elle te revient maintenant si tu désires te joindre à nous. C'est du moins le vœu de l'assemblée ici présente. Tu en es l'héritier et ta future descendance en héritera. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Prends ton temps pour nous donner ta réponse. Sur ces mots, le groupe se leva et chacun quitta le lieu par un long couloir sombre. Loli et moi sommes restés dans la crypte encore un long moment à parler. Dis-moi, Loli, j'ai toujours le corps et le visage d'Alain ? Oui, Xavier, car il vient de te rendre la vie qui t'appartient. Maintenant, il a son propre chemin. Je repensai brusquement à Jean-Louis. Dis-moi, quand Alain vous a trahi, vous avez cherché à le punir ? Elle me répondit par la négative. Tu sais, la vengeance ne nous appartient pas. Elle nous est même interdite. Parfois, elle prend un visage inattendu, sans que nous n'y puissions rien. Elle acheva. Je te ramène maintenant, avec un petit sourire énigmatique. Suis-moi, Xavier. Étonnamment, elle prit une direction opposée à celle que l'assemblée avait suivie. C'est ton chemin, toi, celui-là ? C'était un très long tunnel, éclairé au sol par 2 rampes de fines lampes, qui finissaient sur un long escalier de pierre. Sur le côté gauche, au pied des marches, s'ouvrait une vaste salle obscure. J'y plongeai un regard sous l'œil amusé de Loli. C'était une fabuleuse bibliothèque. Tu auras de quoi t'amuser ici, lança Loli. Elle m'accompagna jusqu'en haut des marches. L'ascension fut longue. Un nouveau corridor de pierre au plafond voûté nous attendait. Tu es arrivé. Sur le mur du fond qui fermait le couloir, je vis une espèce de lorgnette qui était scellée dans la pierre. Loli y jeta un bref regard, puis elle me montra une pierre noire dans la maçonnerie. Elle appuya son poing contre cette pierre qui s'enfonça avec un bruit métallique. Aussitôt, au cœur du mur, la forme d'une porte se dessina en pivotant vers l'extérieur. J'aperçus par l'encadrement une pièce familière de la maison, ma nouvelle maison. Le passage aboutissait dans la bibliothèque. Quand tu seras prêt, cette porte sera débloquée et tu pourras nous rejoindre. Je t'en donnerai le secret. Elle me dit bonsoir et repartit par le passage qui se referma lentement. J'entendis bientôt la voiture de Nelly qui rentrait de son repas nocturne. Maintenant, j'allais poursuivre le cours de ma vie et j'avais une œuvre à accomplir.